Polysécure, épisode spécial. Je suis quoi de Pascal? Est-ce que tu peux te présenter? Donc moi, mon nom c'est Pascal Mani, je suis affilié de CISO pour Airbus Canada. Alors c'est une société en commandite dont le gouvernement du Québec est actionnaire. J'ai un parcours un petit peu atypique dans le sens où j'ai fait plus de 15 ans que je suis dans le groupe Airbus. J'ai passé à peu près, on va dire, une dizaine d'années en France, 8 ans en Chine pour faire de la sécurité digitale. J'ai bougé au Canada en 2018 et vraiment commencé à travailler dans le sujet digital au Canada en 2019. J'étais dans la partie digitale et ça fait à peu près 3 ans que je suis dans le rôle d'affilié de CISO ici pour Airbus Canada. Oui, puis c'est une bonne chose parce que justement on va aborder le volet ciseaux parce que c'est un rôle qui est globalement relativement nouveau pour les organisations, qui est mal connu et mal présenté des organisations. Fait que j'aimerais avoir ton temps parce que ça fait 3 ans que tu as enfilé le rôle et comment tout ça se déroule, comment le fait, parce qu'il n'y en avait pas avant toi, tu es essentiellement le premier qui ouvre la culture au Canada, parce qu'il faut aussi comprendre que Airbus Canada était une acquisition du grand groupe. Et il y a comme un changement de paradigme de l'ancien propriétaire au nouveau actuellement, qui ramène beaucoup de complexité supplémentaire par rapport à la nature de ton rôle. Oui, effectivement, Airbus a acheté le programme C-Series en 2016. Et Airbus, et puis avant de parler peut-être du rôle de CISO, faut placer Airbus dans son contexte. Et Airbus, c'est à peu près, de mémoire, 150 000 employés répartis sur tout le monde. Et là, le rôle de CISO est clairement défini et bien ancré dans l'entreprise. L'activité de rachat du C-Series, donc maintenant du devin, a amené un paradigme culturel entre la vision européenne du rôle de CISO et l'activité de protection nécessaire à tout produit et enjeu de sécurité au Canada. Oui, ben ça change un peu. L'aspect culturel est très intéressant parce qu'effectivement, dans le groupe, il y a déjà beaucoup de paliers de ciseaux parce que c'est quand même immense comme groupe et chaque groupe a son propre ciseau. Et donc, ce qui fait que toi aussi, tu viens représenter, tu viens asseoir ça pour le volet canadien ou le volet de 220, parce que ça, c'est pour avoir touché un peu, c'est un peu moins clair les frontières, mais bref, au minimum, le 220, c'est pas le volet canadien de Airbus. Oui, en fait, le devin, c'est un programme avion qui a donc été C-Series avant, qui est devenu A220. Donc, il s'intègre entièrement dans la gamme Airbus. C'est-à-dire qu'il a les mêmes règles qui s'appliquent qu'un 320 ou qu'un 350. Et à ça, ça veut dire que c'est aussi nouveau pour Airbus parce que c'est la première fois qu'ils ont un programme entier d'avions à intégrer et à mettre en conformité avec leurs attentes d'entreprise. Donc on a ce qu'on appelle des ROCI qui nous sont venus de différents endroits. Ces ROCI peuvent être de nature réglementaire ou plus d'enjeux de bonne hygiène d'entreprise, on va dire. Donc ces deux éléments vont apparaître dans Airbus au Canada. Et comme c'est un sujet qui est nouveau, en tout cas dans le rôle où on était, ça demande une adaptation à la fois sur l'avion, aussi bien dans les activités sur le plancher, donc l'activité industrielle et sur la chaîne d'approvisionnement, donc les suppliers. C'est aussi sur la partie digitale, donc les données et les moyens informatiques, ainsi que la partie zone de travail et enjeu on va dire, de personnes malveillantes, d'attaquants, ou tout ce qui va lier à l'espace de travail. Donc ces 4 piliers forment une activité à Airbus au Canada qu'il faut amener et dont la sûreté est un enjeu aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis c'est très intéressant que tu amènes ces 4 piliers-là parce que pour les avoir vécus un peu, c'est une façon de regrouper des activités et des
des connaissances et des éléments spécifiques qui mènent à l'ensemble du programme lui-même, donc à l'existence du 220 en l'occurrence, qui s'appuie sur ces quatre-là. Le rôle du ciseau, justement, est de s'assurer que ces quatre éléments-là sont bien contrôlés. Et un des avenues de contrôle, c'est l'usage du paysage de risque du programme, en l'occurrence, qui doit être regardé pour avoir une compréhension de qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour protéger les actifs. Ouais, en fait, le paysage de risque est associé à ce qu'on vend, donc au produit. Et donc le produit est designé, régulé par les autorités de l'aviation, donc que ça soit l'OACI ou Transport Canada. Ce sujet-là amène forcément des conséquences ou de la pression sur la partie de production de l'avion, donc la partie industrielle, et les moyens IT. Donc ça veut dire que quand on fait l'état des lieux des personnes qui travaillent avec les moyens informatiques et qui vont produire après l'avion, cet état des lieux donne un paysage de risque et il va falloir faire des évaluations de risque et présenter ces évaluations de risque à tout le monde. Et ça, c'est un enjeu en soi, en fait. Oui, c'est assez compliqué parce que tu parlais des quatre piliers, puis de mon expérience professionnelle, j'ai jamais vu de si belle définition de ces quatre grandes enveloppes-là et de comment on doit aborder le risque dans ces quatre grandes enveloppes-là parce que c'est pas juste au hasard, c'est pas juste des systèmes TI. Puis en plus, dans un contexte d'un avion, c'est des systèmes OT, c'est le produit, c'est les personnes, c'est une panoplie de choses qui doivent être considérées. Donc, le paysage de risque n'est pas juste mon système TI, machin. C'est vraiment beaucoup plus complexe. Puis on va aussi à la sécurité. Tu parlais de la sûreté, mais tout ce qui est sécurité physique, tout l'ensemble, le fait qu'en plus que Airbus est collé sur l'aéroport de Mirabel, il y a des considérations de tout ça. Fait que c'est d'une très grande richesse en termes de regard qui doit être porté. Et donc, une complexité inhérente à cette diversité-là. Et je dirais même que la complexité, elle ne s'arrête pas uniquement à la zone de production. Elle va aussi avec nos clients quand ils reçoivent le produit à 220, dans lequel ils vont utiliser nos services. Et du coup, avoir aussi les mêmes préoccupations que moi qu'on va partager. Oui, puis ça avec les suppliers aussi, avec les fournisseurs, il y a une chaîne qui est fantastique dans tout ça. Puis pour l'avoir vu, moi, je suis encore émerveillé de voir toute cette complexité-là, mais toute cette capacité-là de tout mettre en œuvre en même temps, puis d'arriver à un paysage de risque qui permet d'arriver à des décisions, même si c'est complexe de convaincre, puis ça devient un vocabulaire aussi, puis ça aussi, c'est un défi, puis on ne l'a pas abordé. Le défi de vocabulaire, parce que là, le fait d'avoir été acquis par Airbus, ben, il y a un vocabulaire Airbus qui nécessairement redescend, et de cette compréhension-là, donc ça découle jusque dans le risque, ce vocabulaire qui est typiquement Airbus, par exemple. En fait, avant de parler peut-être de vocabulaire, l'enjeu le plus compliqué, c'est que c'est déjà abstrait, la sûreté. Le fait que ça soit abstrait et qu'Airbus ait réussi à mettre des noms ou des concepts ou regrouper des éléments dans des définitions, on va dire, propres qui permettent de catégoriser ces événements-là, c'est déjà énorme. C'est énorme parce que tout le groupe, je ne l'ai pas vraiment dit, mais le système de sûreté est un système intégré, enfin, intégré et fédéré en même temps, c'est-à-dire que intégré, c'est-à-dire qu'on a le même système de sécurité, que ce soit avec l'avion ou que ce soit avec les services qu'on fournit, que ce soit avec les hélicoptères ou que ce soit avec la partie espace. Donc c'est le même modèle de sécurité. Donc les notions qui sont décrites dans ce modèle de sécurité couvrent tous ces aspects des assets que l'on protège. Et cette variété-là du groupe fait qu'on a besoin de parler le même langage et d'avoir les mêmes concepts derrière. Et c'est déjà le fait de vouloir mettre des catégories, c'est déjà pas évident. Je sais pas si peut-être qu'il faudra faire des analogies là, il faudra peut-être qu'on en discute un peu, mais c'est un peu si on décide de catégoriser le système de couvert avec les fourchettes et les couteaux, ou mélanger les fourchettes et les couteaux en disant c'est une catégorie couvert. C'est un peu ça chez Airbus, c'est-à-dire on va dire que c'est pas uniquement une catégorie, mais c'est un arbre de catégories. Et cet arbre-là fait que ça nous permet en fonction de l'auditoire,
de dire à quel niveau on se place pour présenter le sujet du risque. Oui, puis c'est intéressant aussi le fait de présenter puis le vocabulaire. Puis là, je veux pas dire que le vocabulaire de Airbus est complètement abstrait par rapport à ce qu'on a dans le marché en général, mais c'est une réadaptation de ce vocabulaire-là qui est faite parce que, comme tu le mentionnes très bien, il y a tellement d'actifs avec de natures différentes, même s'ils sont pareils. On fait juste parler de tout ce qui est du côté export control, notamment, de tout le PII qu'on a de ce contexte-là. Fait que tous ces éléments-là viennent conditionner et modifier ces choses-là. Et donc, la nécessité d'avoir un vocabulaire cohérent dans l'ensemble du groupe pour que quand que les risques montent, parce que les risques vont monter, c'est justement ça que tu mentionnes, tu as différents niveaux. Donc, quand on arrive en haut, il faut que le contexte soit uniforme pour que le top ciseau du groupe soit capable de comprendre ce qui se passe dans toutes ces branches, là, comme tu mentionnes. Ouais, c'est pas uniquement le ciseau, c'est-à-dire que la, l'autorité de régulation, en particulier l'EASA, nous audite sur les process, enfin l'autorité de Transport Canada aussi, nous audite sur des process et du coup les process doivent se mettre d'accord sur les définitions. Et le sujet, c'est que c'est pas uniquement l'EASA, c'est Transport Canada, c'est aussi le gouvernement français, c'est aussi les gouvernements canadiens, c'est tout ce monde-là qui ont besoin de se dire moi c'est ma notion et il faut l'intégrer dans notre politique de gouvernance pour que ça fasse du sens pour tout le monde. Donc ça demande forcément une adaptation du langage pour pouvoir parler à un niveau mondial comme Airbus se situe. Oui, et ça, puis là, ça fait comme une espèce de croche vers Partaias aussi qui vient jouer dans l'univers. Puis ça, c'est une nouvelle norme européenne, nouveau, qui notamment touche la cyber, dans laquelle une partie de Airbus doit répondre à un certain nombre de critères qui sont associés à ça. Les États-Unis sont aussi en train de développer ou l'ont déjà fait des critères qui s'y ressemblent. Heureusement, qui s'y ressemblent suffisamment proches. Mais c'est aussi le paysage très réglementé, puis c'est un environnement qui est excessivement réglementé et que ça fait partie que quand le top CISO, lui, devient l'espèce de porte-parole de cette conformité réglementaire qui est internationale en l'occurrence, hein. Ouais, en fait, c'est ce qui est étrange avec Partaies, c'est que chez Airbus, le CISO est responsable de la gouvernance des risques digitaux. Mais le responsable des risques digitaux, c'est avant tout le métier, donc le business, qui lui doit rendre des comptes devant son autorité de certification, qu'on va avoir des autorités de design, de production. Donc ces deux autorités de design vont se coller euh, et vont demander au CISO des comptes pour s'assurer que tout est bien géré. Le régulateur va aussi demander que ça soit un peu sur moi j'appelle ça des quatre piliers du rôle de CISO, mais le régulateur va demander la partie incident management, la partie vulnérabilité management, la partie d'analyse des risques, et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de la méthode qui est utilisée chez Airbus, et la partie gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc ces quatre piliers composent mon quotidien chez Airbus au Canada. Oui, puis ouais, ben là, on parlait, il y a les quatre assets, là, les quatre grands groupes, plus que toi, tu as dans ton propre portefeuille, et l'impact de ceux-ci, là, puis là, on va glisser sur l'analyse de risque parce qu'il y a une méthodologie qui est utilisée par Airbus Group, qui est uniforme, justement, qui permet de. Tout le monde parle encore, on parle toujours de l'uniformité du langage, c'est très important. Euh, Ils n'ont pas réinventé une approche, mais ils ont mis en place des outils pour faciliter la communication et faciliter le traitement des analyses de risque, qui sont la première étape où, comme tu mentionnais, le business doit être au courant de ce qui se passe parce que dans l'absolu, c'est le groupe d'ingénierie qui doit faire face au régulateur, c'est pas le ciseau. Fait que s'il y a des éléments de non-conformité d'ingénierie, ben, c'est le groupe d'ingénierie qui va devoir mettre les mesures en place, mais le ciseau, à travers son rôle, vient l'appuyer. Et l'analyse de risque, c'est la première étape de regard sur qu'est-ce qui se passe et comment aller plus loin après, là. Oui, c'est un peu un rôle de vulgarisateur, c'est-à-dire qu'on va traduire les exigences d'engineering ou le vocabulaire du régulateur en conséquences, risques et en éléments redoutés pour Airbus, qu'on va après partager et qu'on va essayer de répartir dans différentes catégories. Mais je pense qu'il faudrait qu'on parte sur un exemple sur la méthodologie pour qu'on
Faut qu'on arrive. Vas-y, passe sur un Ouais, exemple. On va aller là, on va y aller. Là. Je trouve ça trippant parce que j'ai participé à ces choses-là. Je comprends la complexité, mais c'était important d'avoir un visuel pour être capable de rattacher ça à du réel. Oui, donc on va commencer par expliquer un petit peu la méthode qui est utilisée chez Airbus, c'est-à-dire que c'est une méthode qui a été définie par l'ANSI, donc l'Organisation nationale de la sécurité informatique en France. Elle s'appelle EBIOS RM. Donc aucune idée, je sais qu'à la fin RM veut dire Risk Management. C'est une approche basée en atelier qui a une capacité à enlever et rajouter des ateliers en fonction de la complexité des attentes du business. Donc imaginez votre business qui déjà ne sait pas à quoi s'attendre au niveau sûreté, vous lui dites j'aimerais faire des ateliers avec toi, essayer de comprendre ce que tu veux, et puis à la fin on dérive en disant j'en veux en savoir plus, et c'est un peu ça qui se passe, quoi. Donc la méthode EBIOS RM est découpée en 5 ateliers. Le premier atelier, c'est l'élément qui va poser le scope, donc dans lequel vous allez dire j'ai cette application qui sert tel équipement ou quelle finalité dans l'entreprise, et ce scope-là est servi par une mission, et cet élément de mission va engendrer par des personnes, on va dire des agents malveillants qui va être mis à risque. Donc on va créer donc des éléments redoutés qui vont dire si quelque chose se passe, si mon système est attaqué, donc il est fermé, c'est quoi les conséquences? Est-ce que je veux me protéger contre ça ou pas? Est-ce que je peux juste le démarrer à côté et passer à autre chose? Donc ce genre d'éléments, on va parler d'éléments redoutés. Et bien sûr, c'est en lien avec le scope qu'on avait défini au devant. Donc on appelle dans le langage EBIOS RM ce qui est business asset et supporting asset. Donc en français, c'est bien métier et bien support. Bien support, ouais. Ouais, bien support. Ces éléments-là vont porter après les analyses de sécurité. L'analyse de sécurité, on est toujours dans le workshop 1, en fait, où on a une analyse de sécurité qui va passer sur un mode de compliance, donc c'est des questionnaires. Donc on a des éléments, donc chez Airbus on utilise le NIST, traduit en langage Airbus. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui, comme je mentionnais, ils réinventent pas, mais ils réadaptent à leur contexte qui sont spécifiques, justement pour que les gens qui travaillent dans ce contexte aéronautique soient capables de rattacher ce qui est expliqué, parce que le NIST est très, très générique, fait que les gens qui sont en dehors du domaine ne comprennent pas nécessairement. Donc, faciliter la compréhension des gens sur justement les catégories de contrôle. Voilà. Donc, de ces éléments de questionnaire que tu as très bien établis, on va avoir des catégories qui vont apparaître, qui sont les mêmes catégories que le NIST. Et de là, on va avoir un système de graduation, alors des notes de A à D, et qui va nous permettre de savoir si on est très mauvais, on va être à D, ou très bon avec un A. Et déjà, avec ça, une analyse d'impact, une analyse de risque, une approche par compliance, déjà la personne avec le workshop 1 a déjà une vue pas si pire de son activité, quoi. Oui, puis ça donne des outils au business justement pour faire, parce que on revient encore, c'est le business qui est l'ultime porteur. Et s'il n'a pas n'a pas la vision, donc il n'est pas capable de prendre des actions concrètes pour régler son problème. On parlait de l'ingénierie, c'est un contexte important parce que les autres font face aux régulateurs, donc ils ont des obligations. Mais cette vision du risque-là leur est nécessaire pour être capable de mettre et d'anticiper ce qui s'en vient devant eux et de prendre une décision cohérente par rapport à cette situation-là. Puis oui, par conformité, c'est pas parfait, mais tu as un très bon point de départ pour prendre des décisions. Puis pour le business, là, c'est un bon début. Oui, parce qu'en fait, en mettant le doigt sur ce qu'il a peur, il dit j'ai peur, donc comment me protéger? Donc il va être moteur pour aller creuser les éléments qu'il pourrait mettre. Donc il pourra dire bloquer telle porte, ou mettre tel système, ou isoler tel système. C'est les éléments qu'il va pouvoir avoir derrière comme recommandation. Et puis après, la question qui vient derrière et qui est adressée dans le workshop 2, c'est mais en fait, c'est contre qui que je me protège, quoi? Un petit peu c'est qui la personne donc, qui est émettrice du risque?
Donc on appelle ça le risque origine. C'est des attaquants, c'est des personnes c'est des groupes terroristes ou c'est des États qui veulent nous espionner. Donc c'est la partie risque origine qui est traitée dans le workshop 2. Oui, puis celle-là permet de contextualiser. Le premier atelier, c'est juste la compliance, fait que c'est vraiment juste de quoi il y a peur. Et ensuite, on prend, tu as peur de telle chose, mais qui va vraiment vouloir s'attaquer à ton point d'inquiétude? Puis là, justement, tu sors tes choses, puis tu as tes targets objectifs, le ROTO. Le target objectif vient aussi définir la valeur ou la motivation du groupe, parce qu'un groupe d'attaquants, s'il n'y a pas de motivation à venir chercher la donnée, il va rester chez eux. Là, sont fondamentalement des humains, ils vont mettre des énergies où ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire du vol industriel, il y a un paquet d'objectifs qui peuvent s'y rattacher. Ou si on prend l'exemple de l'employé qui est malheureux, bien, sa motivation, c'est de créer du dommage à son employeur parce qu'il est malheureux. Fait qu'il fait partie de ces acteurs-là. Puis dans certains cas, il est valide. Dans certains cas, il n'existe pas dans certains scénarios. Et ça agit un peu comme une loupe sur ce qu'il faut vraiment prioriser comme contrôle. C'est-à-dire qu'au début, on lui a donné une liste de recettes qu'il faudrait appliquer. Mais là, on va vraiment, dans le workshop 2, on va vraiment dire, oui, mais si cette personne-là est vraiment si importante, si l'espionnage, on va dire, asiatique pose un énorme sujet, dans ce cas-là, autant se protéger contre l'espionnage avec des outils de DLP ou de leakage de prévention ou tout autre système qu'on pourrait mettre en place. Ouais, puis là, tu parles juste du côté numérique, mais il y a aussi le côté physique aussi qui s'y rattache parce qu'on fait des analyses comme ça, et surtout dans un contexte Airbus où, puis même ça touche même l'industriel, ces facettes-là doivent être regardées dans certains cas pour avoir fait plusieurs analyses. Il y en a qu'on va se limiter au côté TI pur, ça va, mais souvent, on va rajouter une composante physique ou une composante industrielle OT qui viennent justement parce que ces systèmes-là vivent pas dans le vide, ils vivent dans un contexte réel. Donc, l'attaquant va, quand tu parlais de fuite, ben là, oui, il y a des contextes technologiques, mais en même temps, est-ce que tes cartes d'accès sont là? Est-ce que tes caméras sont là? Est-ce que tu surveilles? Est-ce que tu as des background checks? Fait que tu as des contrôles sur l'environnement physique qui viennent compléter les contrôles numériques dans ce cas-ci. Oui, et en fait, on arrive dans le workshop 3, en fait, ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire que dans le workshop 3, on est en train de voir si d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que la personne qui a l'origine et qui a une valeur sur des moyens qui ont été définis dans le workshop 1, si ça fait du sens. Et du coup, en disant ça fait du sens, on va se poser la question si ça fait du sens sur un des éléments que j'ai décrit au départ, c'est-à-dire ce que tu as appelé la partie industrielle, ou sur le produit, ou sur les personnes, ou sur la partie digitale. On va se poser la question et on va essayer de le modéliser avec juste 3 petites boîtes en disant ben oui, si cette personne-là veut accéder à ça, elle va perturber telle mission et elle le ferait comment? Et au niveau stratégique, on va s'arrêter là. Et ça nous permet aussi toujours de parler un langage exécutif. Et une fois que l'exécutif a été embarqué dans cette workshop, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dit qu'il y a différentes personnes qui interviennent à différentes parts des ateliers, mais donc la personne exécutive qui a dit ben oui, moi c'est un enjeu que je veux voir traité, on ira dans le workshop 4, qui lui va être plutôt opérationnel. Et cette vue opérationnelle va dire ben oui, mais si je veux faire ce que mon exécutif a besoin pour se protéger, par où j'irai? Et j'irai peut-être mettre uniquement un serveur dans une zone sécurisée où les personnes du plancher vont aller directement avec un badge et y accéder. Et du coup, il n'y a pas besoin de login, il n'y a pas besoin d'authentification, il n'y a peut-être même pas besoin de réseau. On pourra complètement isoler la partie digitale de la partie physique. Et ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes parce que on a toujours un petit peu l'habitude de dire je suis protégé parce que j'ai l'antivirus. Et c'est les pubs qui font ça à la télé. Mais là, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être d'autres façons de réagir à la sécurité et de ne pas voir la vue complète de l'entreprise peut créer un enjeu sur ça. Oui, tout à fait. Puis ça ressort dans l'atelier 3 et 4, justement, comme parce que je glissais tranquillement vers là, justement, où on mélange, puis on revient sur les 4 piliers de départ, pas les 4 piliers du ciseau, mais les 4 piliers de l'entreprise, où justement, il y a le produit qui en est une, l'industrie, tout ça se matérialise. Et là, on va souvent mettre 2 dans une analyse de risque et non d'en avoir juste un. Et justement, qu'on est capable de combiner deux éléments, souvent peut-être des fois 3 dans certains contextes,
qui viennent regarder justement qu'on contrôle. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec un produit comme le A220, par exemple, c'est qu'il y a une suite après. Le produit continue à vivre en dehors de sa livraison. Et il y a de l'entretien, il y a des guides qui sont soumis par le fabricant, donc Airbus soumet. Il y a une relation entre les opérateurs aériens et Airbus qui continue parce qu'il y a un dialogue. Et donc, le produit, en termes de protection puis de risque, continue à vivre en dehors du périmètre normal de ce qu'on pourrait voir dans la plupart des entreprises où il y a eu comme une suite qui se fait. Et la suite, elle est légale parce que contractuelle et elle est par les régulateurs qui viennent assurer que les deux univers continuent à se parler pour maintenir une certaine sécurité aérienne. Oui, si on. Oui, je pensais, en fait, l'image était venue en disant que si j'ai un autocar qui m'amène d'un point A à un point B, l'autocar, il doit être exploité de manière sécuritaire. C'est-à-dire que il doit avoir ses contrôles techniques, mais il y a quand même aussi, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de bombe. Donc il y a tout un enjeu autour d'un transport par autocar qui est présent. Dans l'aéronautique, c'est encore plus vrai parce que vous avez des aéroports, vous avez la personne qui exploite le produit, vous avez la personne qui livre les repas à l'intérieur, vous avez la personne qui va faire la maintenance, qui va faire la peinture, qui va... Et tout ça, une mauvaise peinture peut avoir un dommage incroyable sur l'avion derrière. Et donc tout ça, il faut avoir une idée. Donc là, on parlait d'accident, donc de safety, donc de sécurité en français, mais la partie sûreté est quand même bien présente. Donc l'élément intentionnel perturbateur de destruction d'un bien, en tout cas l'avion, et puis ça a des conséquences dramatiques derrière, quoi. Ben, c'est pour ça il y a autant d'attention du régulateur sur ces éléments-là, justement, parce que les impacts frappent l'imaginaire. Et justement, limite cette portée-là et c'est donne toute l'importance de ce contrôle-là et donc toute l'importance de l'analyse de risque qui permet de contrôler les facettes puis toute la complexité industrielle de Airbus est très ou de n'importe quel avionneur. Là, on parle d'Airbus parce que c'est ton environnement. Euh, mais ce regard-là, donc le risque vient ramener. Si on boucle sur l'analyse de risque avant de basculer sur les trois autres piliers du rôle de ciseau, le cinquième atelier vient justement mettre le couvercle sur ça et en même temps de relancer la boucle pour un aspect continu de ce regard-là. Oui, il va y avoir un suivi des plans de traitement. Donc, en fait, l'atelier 5, c'est un petit peu le bilan. Donc, on va regarder, une fois qu'on a évalué nos scénarios opérationnels et stratégiques et opérationnels, on va les placer sous un asque de impact et de probabilité. Donc, on va avoir une matrice de risque qu'on va choisir et on va dire, au départ, on était comme ça et puis on voudrait implémenter ce contrôle pour faire descendre le niveau de risque à un niveau acceptable. Donc, cette modélisation apparaît dans le workshop 5. Et si vous faites ça, il faut donner des plans de mitigation, il faut faire un risk treatment, donc comment on va le procéder. Puis après, il faut que les acteurs l'approprient. Et l'avantage, c'est comme on a embarqué le business dès le départ, c'est le business qui va se défendre un enjeu de sûreté et il va demander au ciseau de l'aider. Et l'avantage, c'est que le ciseau peut servir de traducteur, on revient sur la définition des mots là, mais il peut parler un langage engineering et traduire avec la partie IM ou digital pour que ça se termine favorablement, on va dire. Oui, puis c'est de partir de là, puis ça fait un lien avec les trois autres piliers parce que tu vas gérer les incidents. Hmm? Justement, quand il y a un risque qui se matérialise, tu vas gérer au niveau de la gestion des vulnérabilités pour limiter, puis ça vient couvrir cet aspect-là, plus le supply chain, la chaîne d'approvisionnement, surtout dans un contexte d'un avionneur qui est une importance assez importante parce que dans les faits, le site, si on prend l'exemple du site de Mirabel, c'est l'assemblage. L'assemblage, le pré-assemblage puis l'assemblage final, la préfale puis la fale, sont ces éléments-là, mais de ça, l'assemblage, ces pièces arrivent d'ailleurs, arrivent de d'autres fournisseurs, et eux aussi ont des risques qui sont dans la portée du regard du ciseau pour justement s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes, puis on le voit encore plus maintenant. La plupart des attaques maintenant se font dans la chaîne d'approvisionnement parce que c'est plus facile, parce qu'un Airbus est beaucoup mieux protégé parce qu'il y a une maturité, ça grandit, ils ont des standards. Tu l'as assez bien expliqué, cette maîtrise-là. Les fournisseurs n'ont pas nécessairement ce degré de maîtrise-là. Et là, ensuite, ça devient comment Airbus va regarder ses fournisseurs et les amener et se protéger de certains risques qui arrivent de ce côté-là.
Je veux dire qu'il y a un côté facile dans la question, c'est comment se faire. Ça veut juste dire que quand on achète un service à un fournisseur, on doit déjà lui cader les mêmes règles qu'on s'applique à soi-même. Donc chaque contrat de service inclut des annexes de sécurité dans lesquelles on va déjà sonder de manière de compliance, de dire voilà, est-ce que oui ou non tu respectes ou tu respectes pas ça. Ce qui permet déjà d'évaluer et de mettre en concurrence et de choisir la personne qui correspond le mieux aux attentes de sécurité. Et même après ça, une fois que ça c'est fait et on s'est bien mis d'accord, qu'il nous a fourni les preuves que tout allait bien, on va quand même retourner voir régulièrement le fournisseur, soit en lui posant des questionnaires, soit en étant directement en ayant l'audité, quoi. Ouais, ben ça, d'un côté, tu dis oui, c'est facile, mais l'application dans le réel est un peu plus complexe que celle-là parce que là, là, tu dois, comme ciseau, interfacer avec le juridique, tu dois interfacer avec les approvisionnements, tu dois interfacer avec d'autres. Donc, c'est là le rôle de, tu parles de traducteur tantôt, mais de chef d'orchestre aussi du ciseau, de devoir mettre tous ces gens-là autour de la table pour que s'assurer que l'annexe soit mise au contrat. Parce que c'est pas nécessairement naturel pour tout le monde de mettre ça au contrat. Et ensuite, devoir à négocier avec le fournisseur qui d'un coup peut se trouver être choqué de recevoir une annexe comme ça. Parce que lui-même n'a jamais reçu ça par le passé. Puis là, c'est nouveau. Puis là, bon, il y a des éléments de support et d'orchestration que le ciseau doit quand même faire dans l'organisation pour aider. J'ai bien aimé ton sourire parce que tu as probablement une idée de où je m'en vais avec ça. Là. Non, mais en fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est quand je pose des questions, les gens ils m'ont dit mais Pascal, en fait, on ne touche pas à votre système informatique, on n'est pas connecté, on n'est pas interconnecté, donc je ne mets pas à risque Airbus, donc j'ai pas de problème. J'ai dit mais ça n'empêche pas que tu dois avoir un système de gouvernance, tu dois avoir une gestion de risque, tu dois aussi faire tes assessments et si tu le fais pas, ben, tu me mets en danger en l'approvisionnement de mes pièces. Notamment l'approvisionnement, parce que c'est ça, puis c'est ça qui est intéressant avec de prendre Airbus comme exemple, parce que les quatre piliers de l'entreprise sont pas juste, c'est pas juste du numérique. Il y a le produit, il y a les autres. Donc, si une chose qui vient d'affecter la capacité de produire, ben, ça a un effet sur l'entreprise. Fait que si tu n'es pas capable, comme l'exemple de disponibilité, mais c'est pas le système de Airbus qui est touché, c'est sa capacité industrielle À produire, ouais. qui est touchée ou le produit est défectueux parce qu'il y a eu des vices de production qui se sont mis dans les systèmes TI de l'autre personne ou outil. Et ça, ils y pensent pas. C'est-à-dire que vraiment, c'est souvent ça que j'explique. J'ai dit non, c'est pas Airbus qui se protège. Nous, on se protège. Mais c'est vos moyens qu'est-ce que vous mettez en place. Et ça, c'est souvent la première phrase que j'ai, se disant mais non, il n'y a pas de conséquences. Et c'est vraiment très, très, très intéressant de voir, après 3 ou 4 questions, qui disent oui, on va te partager les éléments, on les a. Après, j'ai souvent le cas de figure comme c'est, on va dire, j'ai l'impression que c'est quand même une maturité en Europe. En tout cas, Airbus c'est en européen, et c'est plus facile pour les fournisseurs européens de traiter ce genre de. Ils ont plus l'habitude de traiter ce genre de questionnaire, j'ai l'impression. Donc souvent, quand c'est des antennes locales, ils demandent de l'aide à leurs collègues européens, de leur dire comment on répond à ce genre de questions d'assessment, c'est quoi les règles qu'on doit fournir, c'est quoi les directives, les requis, c'est quoi qui a été signé, pour expliquer tout ça. Ouais, ben, il y a une culture de conformité qui est beaucoup plus importante en Europe, puis de l'existence depuis longue date d'Airbus en Europe, notamment, a forgé l'écosystème autour de lui en exigeant, parce que jour 1, ils n'étaient pas aussi matures qu'ils sont maintenant. Et il y a une longue expérience de monter en maturité d'Airbus et de tout l'écosystème européen qui est en train, dans certains cas ici, parce que de l'antenne canadienne, mais aussi des antennes américaines d'Airbus, cette propagation-là de cette façon-là de conformité, d'assurer que tout soit correctement bien aligné et dans la bonne direction. Là. Et ça, c'est vraiment le rôle de ciseau, finalement, on s'y attend pas, mais je vais devoir expliquer à mes fournisseurs, à d'autres acteurs de l'aéronautique, m même des fois les clients qui me posent une question, c'est comment on fait pour se protéger pour ça? Donc on va discuter et le méthode Airbus étant, on va dire, d'une complexité incroyable, on revient des catégories qu'on avait au départ avec les fourchettes et les couteaux là. Il faut bien comprendre que la question, c'est pas un ensemble d'objets, c'est vraiment dédié à un des aspects de la sécurité, soit l'incident, la gestion des vulnérabilités ou les assessments.
Ouais, puis dans les faits, parce que puis la façon dont on en parle, puis tu dis ça a l'air très compliqué, le réel, c'est assez simple. Comme chose, il faut juste prendre le temps de le lire et de ne pas se sentir submergé parce que ça a la documentation a l'air immense, mais le réel, c'est assez facile, c'est standard. Ils ne s'éloignent pas tant que ça des normes de marché, ils font juste la réadaptation des choses. Fait que c'est une fois qu'on comprend l'analyse de risque, par exemple, ben, c'est facile de le répliquer. Ensuite, quand tu comprends comment la chaîne d'approvisionnement doit être sécurisée, c'est la même chose qu'ils font. C'est juste qu'il n'y a pas de maturité en dehors du groupe pour ce genre de choses-là, d'où la surprise de la plupart des gens qui arrivent. Et ensuite, le rôle d'éducateur du ciseau d'amener sa chaîne d'approvisionnement à se rehausser. Puis 9 fois sur 10, ils ont déjà les processus, les choses en place, ils ne savent juste pas comment y répondre parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à cette situation-là. Ouais, et puis j'ai un peu un vécu ici où depuis que je suis arrivé, on a toujours dit que j'étais un peu en pénurie de main-d'œuvre. Et la pénurie de main-d'œuvre apparaît quand vous allez, je sais pas, vous allez à Best Buy, vous cherchez un vendeur, un commis pour acheter une télé, vous en trouvez un, et il vous dit ben non, la personne est partie et elle peut pas traiter le sujet. Et je dis mais t'as marqué Best Buy, il me fait ben oui, mais je suis pas dans ce. Bon, ça peut être Best Buy, ça pourrait être autre chose, mais je suis pas, c'est pas dans mon secteur, il me laisse en plan quoi. Et donc la personne, quand elle vient me voir, elle a déjà 3 ou 4 casquettes, elle est chargée de projet, elle est en charge de contrat, et puis là on lui dit, mais ok, mais là tu parles avec Airbus, donc moi je suis dédié sûreté, je parle pas le langage contractuel, enfin, je le comprends, je peux l'aider, mais c'est pas mon domaine, je m'occupe pas de la privacy, même si je mets en place la protection. Donc ce que je veux en venir, c'est que les gens, quand on leur présente ces questionnaires-là, le premier réflexe, c'est de dire mais je suis tout seul pour répondre à ça. Donc même si on lui donne un questionnaire avec 5 ou 10 ou 40 ou peu importe, avec un langage soutenu, avec des questions qu'il a jamais vues, à chaque fois qu'il va lire la phrase, il va dire ok, déjà ça me prend du temps de cerveau, et en plus c'est pas dans mon service dans mon centre d'activité, et en plus, je vais devoir engager mon activité commerciale, dans laquelle moi je fais juste. En fait, j'étais juste là dans mon rayon et puis t'es passé. C'est moi, comme on t'a délégué pour parler avec toi. C'est un peu ça, en fait, au quotidien qu'on a et que je vis, on va dire, au Canada. Mais après, ça fait du sens. C'est-à-dire que le, aujourd'hui, le gouvernement n'exige pas ce genre de pratique. Donc pourquoi on irait mettre en place une structure pour ça, et pourquoi on irait mettre des connaissances dans une personne ou investir ou aller recruter un ciseau dans une autre organisation si ça n'a pas d'objet ici. Donc Airbus en a besoin parce qu'elle a besoin de se protéger et que c'est une multinationale, mais on a des personnes qui travaillent avec nous qui ont peut-être 5 ou 6 personnes. Et donc là, ça veut dire qu'il faut les accompagner, les rassurer, et discuter et puis d'accepter le risque qu'à un moment donné ils vont finir par se comprendre, ou en tout cas qu'ils auront mis des méthodes de protection adéquates. Ouais, ben c'est ça, ça devient le rôle ça, d'assurer que qu'ils mettent pas l'entreprise à risque, même si eux, la maturité n'est pas encore là, ou les amener à comprendre parce qu'ils sont pas encore tout à fait rendus là. Tu avais les deux autres piliers, puis on va boucler sur les deux derniers, la vulnérabilité puis la gestion des incidents. C'est quel rôle ça a dans les 4 piliers du ciseau? Parce qu'on en a parlé de façon indirecte jusqu'à présent. En fait, je pense qu'à chaque fois dans les discussions qu'on a eues jusqu'à présent, à chaque fois il y a toujours eu 4 ou 5 éléments qui marchaient ensemble. Donc la partie assessment, c'est le premier élément, c'est-à-dire que c'est la courroie de transmission qui permet de dire ben, j'ai une vulnérabilité, ok, mais ça a quoi comme impact? Donc la vulnérabilité qui va vous arriver, ça va d'abord, il faut la catégoriser, l'inventorier, voir si on est vulnérable ou pas. Là, il y avait la dernière, c'est notre bloc-notes, je crois, de Microsoft. Notepad++, mais c'est pas Microsoft, mais c'est un autre, puis c'est vraiment, c'est un supply chain, c'est fantastique comme chose. Mais ça, c'est mon côté geek là, qui a aimé la façon que ça a été fait, mais c'est l'asile comme ça génère du chaos. Regarde même la partie bloc-notes de Windows qui a eu un patch récemment, là. C'est-à-dire est-ce que bloc-notes est installé ou est-ce que Notepad++ est installé, et si oui, est-ce que il y a des systèmes critiques qu'il faut patcher? Donc ça, il faut avoir une très très bonne connaissance à la fois du milieu informatique et à la fois du milieu fonctionnel de l'entreprise
pour savoir dans quel ordre on travaille ce genre de remédiation. Donc ça, on va toucher ça avec la partie vulnérabilité. La remédiation va être faite en même temps avec l'aide des assessments qu'on a fait juste à présent. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que si on n'avait pas détecté la vulnérabilité, il aurait fallu le reporter, donc gérer un incident. Donc cet incident-là, pareil, va dire, il y a un incident qui s'est passé, on va le transférer aux équipes professionnelles qui font ça. Donc on a un CERT, donc c'est Company Emergency Response Team, ou computer, ça dépend. C'est au goût. C'est un ou d'autre, qui va après, effectivement, l'envoyer, une fois qu'il aura fait la réponse, qu'il aura dit j'ai éteint l'incendie, il va demander au Security Operations Center de traiter l'événement, continuer à finir l'événement. Donc ça, c'est la partie incident management. Qui va arriver, puis là, c'est là où la boucle avec la gestion de risque du début est essentielle, parce que quand on a une bonne connaissance du risque, quand on arrive en incident, on est capable d'agir de façon plus efficace pour ça. Puis quand tu dis quoi, ben oui, ça fait partie parce que ça revient, puis ensuite, ça va réalimenter ton risque qui va repartir. Une fois que l'incident est réglé, ben là, on réévalue le risque, on réévalue les mesures de vulnérabilité et tout ce que ça, la grande chaîne vient de faire un tour et on vient de relancer des ateliers, on vient de relancer de la réflexion à savoir comment les choses. La partie la plus sympa, c'est que si on n'a pas ça, on va avoir des gouttes de sueur qui vont arriver quand on va aller devoir expliquer ce qui se passe. Et le fait d'avoir cette connaissance des systèmes, c'est vraiment primordial dans le rôle. Donc il faut savoir par où démarrer. Donc la partie assessment est vraiment la clé pour moi, et elle est demandée en tout cas par les ASA, quoi. Ça, puis on va terminer sur ça, sur le volet de le tableau de bord, parce que tu as des risques, tu les envoies au business, c'est une chose pour les aider à connaître, mais le ciseau doit avoir quand même une connaissance de l'ensemble, toi à ton niveau pour le volet canadien, et ça vers le haut, ensuite le top ciseau doit avoir quand même une vision globale. Donc, comment ça se répercute ces éléments-là dans ton tableau de bord qui te permet d'avoir de dormir le soir essentiellement? Ouais. Disons que il faut que la maturité soit là. C'est-à-dire que c'est quoi le degré de confiance que j'ai dans mes indicateurs. Donc avant de pouvoir les partager, il faut dire à quel moment je suis confiant. Donc c'est la première chose, c'est avant je dormais mal parce que mes indicateurs étaient pas forcément très matures. En fait, le programme est quand même récent chez Airbus. Donc il faut que la culture, toutes les choses se mettent en place. Donc on a énormément de travail à faire là-dessus. Ce que je veux dire derrière, c'est qu'une fois que ça s'est fait, on va pouvoir le partager. Et comme le langage et le vocabulaire est le même, les process sont les mêmes, on a tendance à être plus ou moins écouté, on va dire plus que moins en fait. Et on va avoir des fois des coups de fil de nos amis européens qui vont nous dire là, tu commences à dériver beaucoup trop fort sur ce risque-là, tel impact, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Donc on va avoir des stratégies qui vont changer en fonction des pays et de l'entreprise dans laquelle on est suite aux assessments qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Donc, essentiellement, c'est ça. Puis ce tableau de bord-là est communiqué pas juste toi vers le haut, mais ton business aussi va être contributeur ou consulter ce tableau-là pour avoir une vision de ton risque. Oui, en fait, c'est assez étrange parce que la notion de strat, de niveau qu'on a vu, donc on a vu dans l'assessment qu'il y avait un niveau opérationnel, un niveau stratégique, et après on s'approche du niveau exécutif. Donc il faut pouvoir, à travers des assessments, mettre les indicateurs, et plus on descend, plus il y en a. Donc il faut bien savoir à qui on les présente. Donc effectivement, la clé, ça va être d'échanger avec son business, de lui donner les moyens de comprendre et d'agir sur ces éléments-là. Donc le dashboard et la remédiation de traitement, quoi. Vive les dashboards. Merci beaucoup pour ce partage. C'était super intéressant. C'est toujours très chouette de te jaser. Puis là, on a une occasion de parler plus publiquement de ces choses-là. Puis j'espère que ça va porter cette réflexion-là. Puis moi, je suis très, très content d'avoir te reparler sur cette occasion-là. Merci, Nicolas.